Avant de dire oui, il a saisi le microphone et a déclaré « J'ai tout perdu ». Un silence de mort a envahi la salle de bal. La mélodie de l'orchestre s'est éteinte. Chaque sourire a disparu. Louis Dubois, le jeune magnate que tout le monde admirait, venait d'arracher sa propre façade. Il aurait pu inventer une histoire, faire semblant, poursuivre le mariage. Mais il a choisi l'honnêteté, juste là, devant tout le monde, y compris elle. Et ce qu'Isabelle a fait ensuite, personne ne l'avait vu venir, parce que ce n'est pas une histoire de mariage. C'est sur ce qui reste quand tout ce que vous teniez autrefois disparaît. La grande salle de bal du château côtier était un spectacle tout droit sorti d'un magazine. Des dômes de verre baignés par la douce lumière dorée du crépuscule, des arches drapées de jasmin blanc parfumé, des invités alignés dans un silence respectueux. À l'hôtel, Louis ajustait nerveusement sa cravate, ses doigts étaient tremblants. Chaque respiration lui semblait une tâche ardue. Du fond de l'allée, Isabelle apparut comme une vision éthérée, un léger voile cascadant, ses yeux fermes, ses pas inébranlables. L'orchestre commença ses notes d'ouverture. Tous les regards se tournèrent pour la contempler. Tous, sauf Louis. Il fit face à l'officiant. « Juste un instant, s'il vous plaît. » L'homme hésita, puis hocha la tête. Louis prit le microphone. Un silence absolu s'installa dans la pièce. Son regard balaya la foule, rencontrant finalement les yeux de sa fiancée, si proche maintenant. Et puis, la voix brisée, il parla. « Avant de continuer, vous devez tous savoir. J'ai tout perdu. » Ce fut comme si l'air même avait été aspiré de la pièce. Louis Dubois a appris très tôt à se taire. Il a grandi dans l'arrière-cour d'un immeuble luxueux à Paris où sa mère nettoyait des appartements et offrait des sourires contraints, les yeux baissés. Tandis que les enfants des résidents montaient pour leurs leçons de piano, il descendait avec des manuels scolaires donnés et des rêves vagues, inachevés. Mais Louis possédait quelque chose qu'aucune école ne pouvait enseigner, un désir ardent d'une vie différente. Pas seulement une nouvelle adresse, un nouveau destin. À 14 ans, il a lancé un blog enseignant les mathématiques par des illustrations simples. À 17 ans, il a obtenu une bourse pour un programme de codage dans un centre communautaire. À 21 ans, il avait fondé une start-up offrant des micro-prêts à des entrepreneurs des quartiers défavorisés. En 3 ans, elle est devenue une référence. En 5, il était millionnaire. Les magazines le saluaient comme le jeune prodige de la nouvelle économie française. En réalité, il restait le garçon qui observait le monde à travers les fenêtres de l'appartement Penthouse. C'est dans l'un de ces Penthouse, lors d'un gala de charité, qu'il a rencontré Isabelle Martin. Elle était tout ce qu'il n'était pas. Fille de juges estimés, diplômée en histoire de l'art à Florence, petite fille d'ambassadeur. Pourtant, elle était aussi véritablement gentille, directe, sans filtre. Isabelle était attirée non par les réalisations de Louis, mais par les questions perspicaces qu'il posait. Elle riait de ses vulnérabilités, qualifiant ses luttes passées de poésie. Louis est tombé amoureux comme on trouve un havre de paix, et pour la toute première fois, il a senti qu'il pouvait cesser de se battre. Mais aimer quelqu'un comme Isabelle avait un coût invisible. La pression d'être constamment à la hauteur, non pour elle, mais pour son monde. Son père, le sénateur Antoine Martin, le lui fit comprendre à chaque regard froid, chaque remarque subtilement voilée. « Louise est diligent, disait-il. Il a juste besoin de mûrir, financièrement. » Louis souriait, bien qu'à l'intérieur, il bouillait. Il commença à travailler plus dur, à prendre de plus grands risques, à grandir plus vite. Et c'est là que tout commença à s'effilocher. La plus grande ambition de Louis n'était pas seulement de s'enrichir, mais de redonner. Il rêvait d'établir la Fondation Espoir, une initiative éducative pour les jeunes défavorisés. Il imaginait des salles de classe dotées de technologies de pointe, des enseignants bien rémunérés, un accès culturel et des voyages éducatifs. Il voulait que des enfants comme lui grandissent en sachant qu'ils étaient plus qu'un simple code postal. Et avec Isabelle à ses côtés, tout semblait réalisable. Elle visitait les espaces qu'il louait, offrait des suggestions de design et aidait avec les contacts pour la collecte de fonds. Ils rêvaient ensemble.
Et Louis, pendant un temps, crut que rien ne pouvait les arrêter. Puis la première fissure est apparue. Un partenaire international s'est retiré d'un cycle d'investissement, invoquant une instabilité politique en Europe. Plus tard, une grande banque s'est retirée d'un contrat de plusieurs millions de dollars après un examen stratégique. Louis a supposé que c'était temporaire, mais les problèmes se sont multipliés. Son plus ancien associé, celui qui l'avait aidé à tout construire, a été accusé d'utilisation abusive de données. Les journaux n'ont pas nommé Louis directement, mais ils savaient. La boue éclabousse ceux qui sont proches. Malgré tout, il a persisté. Il a vendu une voiture, puis une autre, a annulé des campagnes, a licencié l'équipe marketing, et il a tout caché. À tout le monde. Ça passera, c'est juste un mauvais cap, se répétait-il. Mais les factures s'accumulaient. La fondation, autrefois sur le point d'être lancée, a été reportée en raison de considérations stratégiques. Isabelle a remarqué le changement, mais il l'a assuré que tout était sous contrôle. La date du mariage était fixée. Elle continuait à choisir les fleurs et les couleurs. Il souriait, mais à l'intérieur c'était le chaos. Le mois précédant la cérémonie, Louis a pris la décision qui allait tout changer. Il a obtenu un énorme prêt personnel auprès d'un fonds d'investissement non officiel. Aucune garantie, aucune transparence, un pari désespéré. La même semaine, il a perdu 2 autres contrats. Le fonds a exigé un remboursement anticipé. Son penthouse a été mis en vente, mais il a maintenu la façade. Il a continué à assister à des événements, à porter des costumes coûteux, à mentir. Au fond de lui, il croyait encore pouvoir tout arranger. Il avait juste besoin de plus de temps, juste un accord de plus, un miracle de plus. Mais la vérité était que Louis perdait déjà la seule chose qui le maintenait encore entier, la paix de regarder Isabelle dans les yeux. La dernière semaine avant le mariage, Louis ne répondait plus aux appels des journalistes. Éviter les questions était devenu un art. Il changeait de carte SIM tous les 2 jours, souriait pour les photos sans vraiment voir l'appareil et mémorisait des réponses vides à des questions qui le blessaient profondément. Et chaque nuit, seul, il pleurait dans la salle de bain de son appartement loué, celui qu'il prétendait être temporaire en raison de rénovation du penthouse. De l'extérieur, tout restait impressionnant. Invitation livrée sur du papier italien raffiné, un traiteur renommé, une robe sur mesure de Milan. L'intérieur, il dormait sur un matelas à même le sol, serrant un vieil ordinateur portable rempli de tableaux rouges. La Fondation Espoir avait été officiellement suspendue. Le projet dont il était le plus fier devint un lien inactif. Louis supprima le message promotionnel et se dit que c'était temporaire. Lorsqu'il rencontra Antoine Martin, son futur beau-père, quelques jours avant le mariage, l'homme lui serra la main avec un sourire ironique. « J'espère que vous êtes prêt pour ce que vous allez assumer. » C'était un avertissement. Louis se contenta d'acquiescer. Cette nuit-là, il a appelé M. Lambert, son ancien professeur d'histoire, et presque une figure paternelle. Il lui a presque tout raconté, presque. M. Lambert a écouté en silence, puis a dit avec la sagesse calme de quelqu'un qui avait tout vu, « Tu peux mentir à beaucoup de gens, Louis, mais pas à la femme qui partagera ton oreiller. » Il a raccroché avant que Louis ne puisse répondre. La veille du mariage, Louis passa la nuit seul dans une suite luxueuse payée avec les derniers restes de sa carte d'entreprise. Les immenses fenêtres offraient une vue sur l'océan. Il n'y jeta même pas un coup d'œil. Il étala les papiers de la dette sur le lit et fixa son reflet dans le miroir pendant près d'1 heure. Il se rappela tout. Son enfance dans l'immeuble d'arrière-cour. Son premier client. Son premier million. Le premier « Je t'aime » d'Isabelle. Et maintenant, il était là, seul, entouré de réalisations mortes et d'une peur vivante. Il a envisagé de fuir, de disparaître, de laisser une note. Mais ensuite, il a pensé à ses yeux, les yeux de quelqu'un qui a toujours cru. Quand l'aube s'est levée, aucune décision n'avait été prise. Seulement la certitude que continuer à mentir serait cruel, non seulement pour elle, mais pour lui-même. Il enfila son costume, avala son café, arriva sur les lieux avant tout le monde. Il souriait, mais il était pâle. Ses mains transpiraient.
Lorsque la cérémonie commença, Louis entendait à peine les instruments. Sa peau picotait. Et puis, elle apparut. Isabelle marchait calmement. La lumière de la fin d'après-midi projetait un contour doré autour de son voile. Elle souriait, non pour le public, mais pour lui. Elle souriait avec confiance, avec amour. Et c'est alors que tout en Louis s'effondra, parce qu'à cet instant, il réalisa, l'épouser sans dire la vérité serait la détruire. Ce serait trahir la seule chose qui était encore réelle. Alors, il prit une profonde inspiration, toucha l'épaule de l'officiant, prit le microphone et dit « Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose. » Tout le monde se figea, les musiciens, les serveurs, les parents. Isabelle s'arrêta. Ses yeux, maintenant fixés sur les siens, étaient statiques. « J'ai tout perdu. L'entreprise, l'argent, les contrats, la fondation, tout. Je suis en faillite et j'ai des dettes que je ne sais même pas si je pourrais payer. » Il y eut un silence si épais qu'il en devint liquide. Isabelle ne bougea pas. Le public s'agita, mal à l'aise. Un murmure ici, un autre là. Son père serra les poings. Louis baissa alors le microphone. Il la regarda et dit « Juste pour elle, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te tromper. J'avais peur de te perdre. » La confession était faite. La salle de bal, immobile. Et lui, pour la première fois depuis des mois, respira vraiment. Avez-vous déjà été confronté au choix entre dire la vérité et perdre tout ce que vous chérissez? Avez-vous déjà senti que l'honnêteté pouvait vous coûter l'amour de quelqu'un? Si cette scène a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, commentez « oui » ci-dessous. Parfois, un simple commentaire peut montrer à une autre personne qu'elle n'est pas seule, et cela peut faire toute la différence. La cérémonie fut annulée. Les invités se dispersèrent comme des endeuillés quittant un enterrement. Mais Isabelle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle s'assit simplement dans le fauteuil de la suite nuptiale, toujours vêtue de sa robe de mariée, fixant son propre reflet. Ses cils chargés de mascara ne clignaient pas. Le bouquet glissa lentement de ses genoux. Le silence était si profond que le bruit de la fermeture éclair de son sac à main sembla un coup de tonnerre. Pendant des heures, elle ne bougea pas un muscle. Son téléphone vibra sans cesse. Amis, parents, gros titres. Sa mère entra dans la pièce, lui tint la main, tenta de dire quelque chose, n'y parvint pas, et partit. Isabelle était sous le choc, oui, mais ce qui lui faisait le plus mal n'était pas sa faillite, c'était le poids d'avoir été placée devant un choix qu'elle n'avait pas demandé. Aux yeux du monde, elle était désormais la femme qui pouvait échapper à la ruine. Mais au fond, une question martelait silencieusement. Et si la vérité était la chose la plus précieuse qui restait? Elle se rappela sa première nuit avec Louis. Non pas le dîner élégant, mais la promenade dans le Marais, quand il a pointé du doigt une fresque murale et en a parlé comme si c'était de la poésie. Elle a rappelé le moment où il a écouté pendant des heures, tandis qu'elle parlait de la culpabilité d'avoir des parents parfaits. La façon dont il la faisait toujours sentir vue. Louis n'était pas seulement le brillant entrepreneur des magazines. Il était le seul qui voyait quelque chose en elle, au-delà de son nom de famille. Et maintenant, il lui avait assez fait confiance pour s'effondrer devant tout le monde, sans garantie, sans jeu, sans protection. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était du courage, le plus brutal qui soit. Isabelle ne savait pas si elle voulait encore l'épouser. Mais elle savait qu'elle ne voulait pas décider en fonction de l'orgueil des autres. Et pour la première fois ce jour-là, elle prit une profonde inspiration. Et elle sut, elle avait besoin de le voir, pas en tant que mariée, en tant que femme, en tant que quelqu'un qui était encore en train de décider, mais qui voulait décider avec son cœur. 3 jours plus tard, Louis était de retour dans le quartier où il avait grandi. Monsieur Lambert ouvrit la porte de sa petite maison de ville avec une brève étreinte et un lit impeccablement fait. Pas de luxe ici, mais il y a du café chaud et des gens qui disent la vérité. Louis hocha la tête, les épaules affaissées, son esprit toujours rétréci. Cette première semaine, il n'enleva pas son costume, comme si le vêtement cher était sa dernière armure contre l'échec. Mais il réalisa vite que personne là-bas ne s'en souciait.
Il commença à aider M. Lambert à l'école communautaire locale où l'enseignant donnait des cours de soutien à des adolescents à risque de décrochage. Le premier jour, Louis fut silencieux. Le deuxième, il répondit à une question. Le troisième, il donna une leçon improvisée sur les intérêts composés en utilisant des paquets de biscuits. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un le regarda dans les yeux et dit « Merci, mec, je comprends maintenant ». La nuit, il rédigeait de courtes réflexions sur ce qu'il avait appris. Il postait anonymement sur un blog qu'il avait créé sous un nom simple. Après la chute. Le deuxième samedi, après le mariage interrompu, Isabelle a envoyé une lettre. Oui, une vraie lettre manuscrite. Elle disait « Je suis toujours confuse, j'ai toujours mal, mais je pense à toi, non pour ce que tu as perdu, mais pour ce que tu as eu le courage de faire. Je ne te promets rien maintenant, je veux juste que tu saches que je ne suis pas parti. » Louis lut la lettre 5 fois. Il la plia soigneusement et la plaça dans le tiroir de la table de chevet. Il prit une profonde inspiration. Peut-être qu'elle ne reviendrait pas, mais ce geste, cette ouverture, était une lumière suffisante pour continuer à essayer. La semaine suivante, il fut invité à prendre la parole dans une école technique sur l'entrepreneuriat réel. Il refusa d'abord, mais il écrivit ensuite la première ébauche de ce qui deviendrait sa conférence. Le succès n'est pas ce que l'on construit, mais ce que l'on ne perd pas quand tout s'effondre. Il tremblait encore, doutait encore de lui-même. Mais il commençait à se souvenir de qui il était avant les chiffres. Et ça, c'était un début. La troisième semaine, la boîte de réception de Louis se remplit à nouveau. Non pas d'invitations, mais de demandes. La société d'investissement auprès de laquelle il avait contracté le prêt informel menaça d'intenter une action en justice. Son nom commença à circuler sur les blogs de potins financiers. L'ancien millionnaire Louis Dubois réapparaît dans une école publique. C'était comme si chaque pas honnête devenait une source de moquerie. Une ancienne connaissance du monde des affaires, Sophie, maintenant directrice chez une entreprise fintech en plein essor, l'approcha avec une proposition tentante. « Nous allons effacer ton nom, utiliser ton histoire pour une campagne de retour. Tu rejoindras en tant que partenaire minoritaire. C'est du marketing, Louis. » Il hésita. « Et qu'est-ce que je dois faire ?» Elle sourit. « Rien. Ne parle juste pas de tes erreurs. Le public adore les retours, tant qu'ils semblent parfaits. » Louis la remercia, mais ne répondit pas. Cette nuit-là, Isabelle appela. Après des semaines sans entendre sa voix, il pouvait à peine parler. « Vas-tu accepter ?» demanda-t-elle direct. Il déglutit difficilement. « Je ne sais pas. Si tu caches à nouveau ce que tu as traversé, ce sera comme tout effacé. Même la partie qui m'a vraiment fait admirer. » Le silence entre eux fut douloureux. Il ne répondit pas. Elle non plus n'insista pas. Le lendemain matin, Louis se réveilla plus tôt que d'habitude. Il alla à la plage, s'assit sur le sable froid et fixa l'océan comme s'il attendait une réponse. Là, seul, il écrivit avec ses doigts dans le sable « Pas de masque ». Il rentra chez lui, refusa officiellement l'offre de Sophie. Il publia un message sur son blog intitulé « J'ai menti parce que j'avais peur », sans filtre, sans défense. 2 heures plus tard, le message devint viral parmi les petits entrepreneurs. Rien de grand, rien qui paierait ses dettes, mais quelque chose de vivant, vrai. À la fin de la journée, Isabelle envoya un court message. Je l'ai lu. C'était tout. Mais il comprit. Elle voyait, toujours. Et même avec toutes les incertitudes, lui aussi commençait à se voir. 2 mois plus tard, Louis montait les escaliers d'un petit centre communautaire à Lyon, où il avait été invité à donner une conférence. L'auditorium ne comptait que 70 places. Les chaises en plastique grinçaient, l'éclairage vacillait, mais c'était la première fois qu'il parlerait publiquement depuis son effondrement. Monsieur Lambert l'attendait au premier rang. « Souviens-toi, tu n'es pas là pour impressionner qui que ce soit, tu es là pour dire la vérité que le monde essaie toujours de cacher. » Louis esquissa un sourire ironique. « Et si personne ne vient ?»« Tu viens, et c'est suffisant. » L'auditorium se remplit lentement. Des étudiants, des enseignants, des gens ordinaires, 1 ou 2 journalistes. Le sujet de la conférence ? Échouer et continuer.
Ce que personne ne vous dit sur les nouveaux départs. Louis monta sur scène sans diapositive, sans vidéo, sans rien de préparé au-delà de sa propre histoire. Je m'appelle Louis Dubois. J'ai eu 1 million sur mon compte. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir assez pour payer mon déjeuner. Les gens rirent, tendus. Il continua. Mais je ne me suis jamais senti aussi libre. Progressivement, les mots coulèrent comme s'il conversait avec la douleur de tous ceux qui étaient là. Il parla de sa mère, de la fondation qui n'a jamais vu le jour, de la peur de décevoir, du mensonge qui est devenu une prison. Je n'ai pas tout perdu quand mon entreprise a chuté. J'ai tout perdu quand j'ai commencé à faire semblant qu'elle ne chutait pas. L'applaudissement à la fin ne fut pas explosif. Il fut silencieux et intense, comme ceux qui respectent plus qu'ils n'applaudissent. Quand il descendit de scène, Louis ne voulait que respirer. C'est alors qu'il entendit une voix derrière lui. « Tu as oublié de dire que tu avais aussi du courage. » Il se retourna. Isabelle était là, robe simple, sans maquillage, ses yeux brillants. « Je pensais que tu ne viendrais pas, je le pensais aussi, » répondit-elle. Ils se regardèrent de longues secondes. Puis elle dit, « Je ne suis pas venue pour le Louis parfait, je suis venue pour le Louis qui a eu le courage de se briser devant tout le monde, y compris moi. » Il tenta de dire quelque chose, mais elle l'interrompit. « Je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous. Moi non plus. Mais je sais ce que je veux essayer d'être. Avec toi. » Elle s'approcha, posa son front contre le sien et dit d'une voix basse et ferme, « Je n'ai pas choisi un mariage. Je t'ai choisi toi, et je te choisis encore. » À cet instant, le monde ne redevint pas parfait, mais pour la première fois depuis très longtemps, il était réel. Louis et Isabelle n'ont pas eu un grand mariage. Il n'y avait pas d'hôtel, pas de bouquet, pas de liste de cadeaux. Ils ont loué une petite maison dans les Cévennes, avec des murs simples, un hamac sur le porche et un poêle qui prenait du temps à allumer. Pas de contrat, pas de promesse, juste un accord silencieux. Être vrai, l'un avec l'autre, et avec eux-mêmes. Louis commença à encadrer des jeunes issus de communautés défavorisées qui voulaient créer des entreprises, mais sans promettre de miracle. Il parlait de risques, de peur, de dettes émotionnelles, et de la valeur de la chute sans perdre ce qui compte vraiment. Isabelle recommença à peindre. Elle vendit ses premières toiles lors d'une foire d'art locale. Chaque coup de pinceau était une cicatrice transformée en couleur. Ils avaient encore des dettes. Ils faisaient encore face à des regards critiques. Mais ils construisaient une vie où personne n'avait plus besoin de faire semblant. Et la leçon que Louis a apprise, et qui pourrait aussi vous parler, est simple et crue. Parfois, la chute ne détruit pas. Elle révèle ce qui est fragile, ce qui n'était qu'apparent et ce qui reste, même quand tout le reste a disparu, car au final, l'amour réel ne naît pas du succès. Il naît de l'espace que la vérité creuse, lorsque nous avons le courage de cesser de jouer un rôle. Et peut-être êtes-vous aussi à un point où tout semble s'être effondré. Mais s'il y a encore quelqu'un qui voit qui vous êtes, même parmi les décombres, alors peut-être vous n'avez pas tout perdu. Si cette histoire vous a touché, si à un moment donné vous vous êtes senti connecté à elle, laissez un j'aime. Cela montre que les histoires réelles, comme celle-ci, comptent toujours. Et je veux vraiment vous entendre. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous de quelle ville ou de quel pays regardez-vous. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent aller. Si vous croyez au pouvoir de la vérité, de l'amour imparfait et des secondes chances, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup d'histoires fortes à venir et chaque nouvel abonnement me donne la force de continuer. Et maintenant, ne partez pas encore. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées ici à l'écran. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.